grand honneur de présenter notre dernier conférencier, Mokhtar Kadouri. Alors Mokhtar est actuellement professeur émérite en sciences d'éducation et chercheur au laboratoire CIREL, qui est le Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille. Il a été directeur de ce centre de 2013 à 2015. Il a aussi été directeur de publication de la revue Transformation et est membre d'ailleurs de beaucoup de comités de lecture et de comités scientifiques de revues qui l'a évidemment permis de nourrir de ses précieux articles, entre autres sur la thématique qui nous est chère aujourd'hui, autour de la dynamique identitaire. Alors, il a aussi rédigé beaucoup de rapports d'évaluation et d'expertise au niveau des dispositifs de formation continue ou initiale et dans des secteurs assez larges. Pas le secteur qui nous a le plus occupé ici lors de ce colloque, mais aussi des médecins, des inspecteurs. Donc il a un champ d'intérêt et d'expertise qui est assez large. Alors, ces travaux de recherche globalement portent et ont toujours porté sur la question du rapport des adultes à la formation et aux apprentissages, et qu'il analyse justement autour de l'articulation entre des dynamiques identitaires individuelles, on en a encore parlé ce matin, et des dynamiques collectives ou organisationnelles. Alors, après cette présentation un peu formelle de l'œuvre de Mokhtar, je souhaite aussi souligner les qualités exceptionnelles de l'homme, que j'ai eu la chance de rencontrer en début de carrière de chercheur, et qui a pu me donner l'impulsion de la recherche par le soutien et la reconnaissance de mes premiers pas. Je pense que c'est important, et donc je tenais aujourd'hui à le souligner parce que j'ai eu le plaisir de l'inviter avec Christophe. Donc je suis très heureuse de vous permettre à tous de l'entendre à propos de formation en alternance, enjeux de professionnalisation et de construction identitaire. Merci. Merci beaucoup, je suis flatté. Merci Catherine pour cette double présentation amicale et en même temps institutionnelle. Donc moi aussi je suis ravi d'être parmi vous et je profite de l'occasion pour remercier Catherine, Christophe, Méliné qui est là et tous les collègues qui sont là. Donc je ne vais pas nommer les uns et les autres, mais en tout cas un bonjour et un merci collectif. Alors, je dispose de 45 minutes. Avec, c'est 35 minutes, 40 minutes. On va essayer de laisser le temps à une dizaine de minutes d'interaction parce que ce serait un peu dommage de ne pas. Alors, peut-être que je ruserai et je ferai de telle sorte à ce que des points sur lesquels je ne prendrai pas la parole susciteraient des questions. Comme ça me permettra de reprendre. Voilà. Alors, donc la thématique sur laquelle on va travailler aujourd'hui pendant cette demi-heure, c'est la formation en alternance, enjeux de professionnalisation et de construction identitaire. En tout cas, c'est le titre qui a été annoncé. Donc, comme vous le savez, la thématique de la formation en alternance est très vaste, très large. Il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits dans différentes disciplines que je ne vais pas énumérer, mais en tout cas, le vocable singulier de la formation en alternance cache une diversité de pratiques d'alternance, même si on parle d'alternance au singulier. Alors, je vais mettre l'accent sur 3 critères qui me semblent importants, ne serait-ce que pour limiter les contours de ce qu'on peut appeler la formation d'alternance avant d'arriver sur les autres points. Et il me semble qu'il y a 3 critères qui peuvent servir de point de différenciation par rapport aux formations. Donc, le premier critère, ce serait l'existence de 2 lieux et de 2 temporalités distinctes. Donc là, ce qui pose la question, est-ce que si on a un centre de simulation au sein d'une école, est-ce que c'est de l'alternance ou pas? Ou bien quand on a des centres d'entraînement. Donc en tout cas, l'idée de 2 lieux distincts et de 2 temporalités me semble l'un des critères qu'il faut retenir. Le deuxième critère, c'est la responsabilité et le degré de partage de la responsabilité entre les deux lieux de l'alternance, entre le centre de formation d'enseignement
et le lieu professionnel dans lequel se jouent les situations professionnelles, les situations de travail. Donc là, qui pilote? Est-ce que le pilotage est partagé? Est-ce que c'est l'un sert d'application à l'autre? Est-ce que, en tout cas, la question de la responsabilité qui renvoie à la question du pouvoir serait se poser? Donc du coup, ça me semble important de le souligner. Troisième critère qui me semble important, c'est le degré d'intensité des liens entre les deux lieux. Donc là, comment peut-on caractériser ces liens entre les deux lieux de formation en alternance? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il me semble que ces trois critères sous-tendent la typologie traditionnelle de l'alternance entre juxtapositive, approchée, associative, intégrative. Donc, je crois que ça peut être intéressant de voir, quand on analyse les formations en alternance, de voir au moins ces trois critères s'il n'y a pas d'autres. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas sur ces points que je vais intervenir, mais il m'a semblé que c'était important quand même de limiter un peu le champ dans lequel on réfléchit. Alors, comme tout le monde, quand on prépare une intervention, donc on fait trop, on fait beaucoup. Donc ce matin, et surtout début d'après-midi, je me suis dit, c'est impossible de dire tout ce que j'ai à dire en une demi-heure, 40 minutes. Donc j'ai laissé tomber ce que j'avais préparé de façon très harmonieuse. Et je me suis dit quels seraient les 3 points ou les 4 points essentiels que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est ça que je vais dire un petit peu. Donc les 3 points sur lesquels je voudrais échanger avec vous, ils sont traversés par la notion d'écart, donc les écarts. Hein. Et donc le premier point va porter sur les 3 types d'écarts dans les formations d'alternance sur lesquels je vais revenir. Le deuxième point, ce serait le rôle plus ou moins le rôle de ces écarts dans les processus de professionnalisation et de construction identitaire. Et le troisième point, ce serait quelques conditions d'optimisation de l'aspect formateur de ces écarts. Voilà, donc là, c'est autour de ces 3 points que je voudrais donc revenir. Alors, donc le premier point, c'est les 3 types d'écarts de l'alternance. Il me semble qu'on peut repérer 3 types d'écarts dans les processus d'alternance. Un premier écart que j'ai appelé l'écart épistémique. Un deuxième écart, c'est l'écart de mode de socialisation. Et un troisième écart, c'est les écarts entre les projets d'identité. Voilà, donc les 3 écarts sont liés. Donc le premier écart qui est l'écart épistémique. Pourquoi épistémique? Donc ça renvoie à l'épistémé. Donc l'épistémé, c'est l'ensemble des connaissances et des savoirs en circulation dans un groupe professionnel à une époque donnée. Si on prend la définition du dictionnaire, d'autres définitions, l'épistémé, c'est ça. Et donc épistémique, ça renvoie donc à des écarts en termes de savoir. À ne pas confondre avec l'épistémologie, qui est dans la recherche la police de la police, c'est-à-dire c'est celle qui contrôle les processus de production et les conditions de production des savoirs. Donc là, c'est encore autre chose, mais ce n'est pas le lieu de revenir là-dessus. Donc les écarts épistémiques, on peut les repérer à partir de 2 points. Le premier point, c'est ce que j'ai appelé dans l'un des articles que j'avais publié là-dessus, l'irréductibilité réciproque. Donc, irréductibilité des savoirs. C'est-à-dire que le savoir que l'apprenant acquiert en situation de formation dans une école, dans un centre de formation, ne peut pas recouvrer l'ensemble des savoirs qui se trouvent en situation professionnelle. C'est-à-dire là, on peut tout prévoir, réunir toutes les disciplines, formaliser tous les savoirs. Les situations professionnelles sont beaucoup plus complexes que ça et ne se réduisent pas au savoir qui est acquis en situation de formation ou d'enseignement. Donc là, il y a cet aspect qui fait que l'alternant, l'apprenant, quand il apprend des choses, il va sur le terrain, et bien il va se rendre compte qu'effectivement, il y a des écarts et tout ce qu'il a appris est loin de répondre aux exigences des situations professionnelles. Donc là, c'est un élément important qui est l'irréductibilité des savoirs et surtout le chevauchement, le recouvrement. Donc là, ça me semble important. Et ça met en question la question des théories de l'application.
les théories applicationnistes, donc apprendre à l'école pour aller appliquer en situation professionnelle. Donc là, c'est un leurre et c'est pas évident donc d'arriver vu cette complexité. Et le deuxième élément pour voir les écarts épistémiques, c'est la nature même des savoirs en circulation dans l'alternance. Donc si on va repérer les savoirs dans une école ou dans un centre de formation, il s'agit toujours de savoirs qui sont décontextualisés, externalisés, qui ne sont pas directement en lien avec l'action. Pourquoi? Parce qu'ils sont formalisés, explicités, enseignés. Donc là, par contre, les savoirs en situation professionnelle, ils sont incorporés, ils ne sont pas explicités, ils sont agis, comme dirait l'on. Et donc, du coup, les écarts épistémiques, on peut les trouver à ces deux niveaux-là. Et donc, il me semble qu'il faudra arriver à voir ce qui relève du centre de formation ou de l'école de formation, ce qui relève du centre de la situation professionnelle, tout en sachant que ça peut être intéressant de s'y rapprocher, de ne pas avoir le leurre ne pas être l'illusion qu'on va arriver à harmoniser, à rendre complémentaires les deux savoirs. Donc ça, c'est un premier écart qui me semble important et je reviendrai tout à l'heure sur son importance. Donc heureusement pour nous, formateurs ou même chercheurs, qu'il existe cet écart. Parce que l'habilité est si logée de la part de l'apprenant devient un élément important, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les écarts de socialisation, donc ça on est toujours dans le premier point qui est les trois types d'écarts. Donc avant de revenir sur, donc on vient de voir l'écart épistémique, donc le deuxième écart c'est l'écart de socialisation. Donc là l'idée c'est de dire et de reconnaître qu'il y a deux modes de socialisation, du fait même des savoirs différents qu'on vient de voir, et des postures professionnelles, donc des modes de socialisation différents entre le lieu professionnel et le lieu de formation, parce que les acteurs n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas les mêmes projets, n'ont pas la même culture professionnelle, et donc du coup, il peut y avoir un écart entre les deux offres de socialisation, ce que l'école ou le centre de formation offre comme modèle de socialisation, l'idée qu'on se fait de l'apprenant professionnel. Et donc, du coup, ça dépend aussi de la trajectoire et de l'itinéraire des formateurs et formatrices et des professionnels de la formation. Comment ils voient le métier. Donc, du coup, ça a une incidence sur la façon dont ils contribuent à socialiser donc, les apprenants. La même chose du côté des tuteurs ou des professionnels des lieux professionnels. Là aussi, ils ont un autre mode de socialisation, d'une part des exigences de production et des process dans lesquels ils se trouvent, mais aussi du fait de leur trajectoire professionnelle et la logique dans laquelle ils sont inscrits. Donc du coup, l'apprenant peut se trouver au sein d'un écart de mode de socialisation qui peut effectivement être perturbé. Alors cette perturbation du mode de socialisation, on peut l'analyser à travers le fait de considérer la formation d'alternance comme un espace-temps de transition identitaire. Donc là, effectivement. Et donc, du coup, dans cet espace de transition identitaire, je voudrais mettre l'accent sur un point important qui est la question des étayages et des repères. C'est-à-dire l'alternant qui vient d'arriver, qui est en centre de formation, en réalité, ces anciens repères et étayages sont inopérants dans la nouvelle situation. Et les nouveaux étayages, les nouveaux repères professionnels auxquels ils se forment, ils sont en construction. Je ne sais pas si vous voyez, donc du coup, effectivement, il se trouve un moment dans un entre-deux où ça peut être une épreuve pour lui, parce que ce qu'il était, il n'est plus ce qu'il était, puisqu'il vient d'un autre milieu professionnel, il était étudiant, il était chômeur, il était professionnel, il se trouve en formation, et donc ce qu'il avait acquis antérieurement comme étayage et comme repère professionnel identitaire n'est pas opérant dans la situation, ne serait-ce que par la diversité. Et deuxièmement, les nouveaux étayages, ils sont en construction, donc il ne peut pas, et d'ailleurs on le voit, qui se pose la question, qui est-il? Est-ce qu'il est professionnel en formation, élève
dans la perspective de devenir professionnel, donc se pose la question, qui est-il dans cette situation d'alternance, dans cet endroit? Et on le voit, par exemple, des stagiaires qui se révoltent quand on les appelle élèves. Donc là, parce qu'ils disent que ça les infantilise. Ils ne sont pas élèves, ils sont professionnels en devenir. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est pour montrer un petit peu cette question de... les vocables utilisés relèvent aussi de la socialisation. Appeler quelqu'un un élève, c'est le socialiser à une posture. L'appeler professionnel, c'est le socialiser à une autre posture. Donc là, alors, troisième écart, ce sont les écarts de projets d'identité. Donc là, effectivement, il y a au moins 3 projets d'identité en circulation dans l'alternance. Il y a déjà le projet d'identité de l'apprenant lui-même, ou elle-même, sur lui-même, puisque si l'on entre en formation, c'est que derrière ce projet de formation, il y a un projet d'identité. Donc là, l'image qu'il se fait de lui-même ou d'elle-même dans le futur en tant que professionnel, ce qu'il voudrait être, quelle image il veut construire. En tout cas, il y a un projet d'identité derrière le projet de formation. Mais il y a aussi le projet d'identité véhiculé par les professionnels de la formation. Donc là, il y a le projet d'identité véhiculé par les tuteurs et les professionnels, donc de la situation professionnelle. Et donc toute la question se pose, quelle complémentarité, quelle cohérence entre les 3 projets d'identité? Et souvent, il y a des alliances qui peuvent se faire. L'apprenant se rallie avec les formateurs contre les tuteurs, l'apprenant se rallie avec les tuteurs contre le milieu de formation, et il y a des moments où les formateurs et les tuteurs sont d'accord et c'est l'apprenant qui se trouve en difficulté par rapport aux 2 projets. Donc en tout cas, moi, en vous disant ça, j'ai plein d'exemples d'entretien où justement, donc là, c'est cette conclusion et cette tension entre les 3 projets. Voilà, donc tout ça pour dire effectivement que ces projets, ces écarts épistémiques de socialisation et d'identité ont une incidence, donc effectivement, sur l'apprenant. Alors, sans m'attarder, je vais passer au 2e point, qui est le rôle des écarts qu'on vient de voir dans la professionnalisation et le processus de construction. Donc, la question qui se pose en réalité pour les professionnels de la formation, c'est quoi faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces écarts? Est-ce qu'il faut les réduire? Et souvent, il y a cette illusion de la réduction des écarts entre les lieux de formation. Ou faut-il plutôt, comme diraient certains collègues, pousser ces écarts et les travailler? Et j'aime bien la notion, ce n'est pas les gérer, mais c'est les réélaborer. C'est-à-dire la question de la réélaboration des écarts qui renvoient à la réflexivité, qui renvoient à la distanciation, qui renvoient effectivement les groupes d'analyse des pratiques peuvent tout à fait être des éléments importants dans cette réélaboration des écarts. Les retours d'expérience peuvent être aussi un moment, la mise en mots peuvent être des moments de réélaboration. Alors, donc, du coup, là, c'est un point qui me semble important. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour le développer, mais il me semble que ces écarts, ils sont importants pour plusieurs raisons. Et pour une raison qui est importante, c'est que c'est là où se loge la compétence et la professionnalisation. Et je vais développer ce point qui me semble important. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a, au-delà même de la formation, il y a, et ça ce sont les ergonomes et les sociologues qui ont travaillé là-dessus, qui ont théorisé ce point-là, c'est les écarts entre le prescrit et le réel. Donc là, ça me semble vraiment un point important à revisiter pour comprendre un petit peu ce que je vais dire. Donc là, dans les organisations productives en général, donc au-delà même de ce qu'on fait dans nos centres de formation ou dans nos universités, dans les lieux professionnels, donc il y a toujours un écart entre le prescrit et le réel. Et ça, ce sont les ergonomes, comme je viens de le dire, qui l'ont théorisé. Alors, le prescrit renvoie à la codification, à la normalisation, à la prescription, à la, aux consignes, au process
la gamme de production, comment il faut faire, quoi faire, donc tout ce qui est prescrit. Donc là, un travailleur, il a un cahier des charges, il doit savoir ce qu'il a à faire. Donc ça, face à cette situation, face à telle difficulté, face à telle panne, d'ailleurs on peut même le trouver dans les métiers de l'humain et de la relation, et bien face à un conflit avec les parents, il conviendrait de faire ça. S'il y a avec les jeunes, s'il y a telle difficulté, avec des chambres, il y a toujours des prescriptions de comment faire et quoi faire en situation projetée. Voilà, donc ça c'est le prescrit. Or, on se rend compte, et ça les analyses le montrent, que le prescrit a ses limites et que c'est le travail réel qui aide à faire face à la perplexité, à la complexité, à l'inédit, à l'imprévisible des situations réelles. On a prévu ça, mais en arrivant sur le terrain, on trouve autre chose. Quoi faire? Je sais pas, c'est vraiment cette question-là. Combien de fois même on prépare ses cours, on prépare tout ce qu'on veut, et il y a un petit bémol qu'on n'a pas prévu et qui éclate, et je me suis dit qu'il fout tout en l'air. Alors quoi faire? Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est quoi faire, comment faire, et c'est là où se trouve la question de la compétence. Donc là, pour moi, il me semble important, c'est cette capacité à faire face en situation réelle, en mobilisant les différents savoirs, savoir-faire, savoir-être, qu'on combine, qu'on articule, tout ce qu'on veut, pour faire face à l'inédit des situations et à la complexité du réel, parce que le réel résiste à ce qu'on veut lui imposer comme solution externe, qui ne tient pas compte de la complexité de ce réel. Et donc, du coup, là, effectivement, la question qui se pose, est-ce que la formation est capable de former et de préparer à la compétence, parce que par définition, la compétence ne se transmet pas. Je ne sais pas si vous voyez, elle se construit en situation réelle et elle se mobilise en situation réelle. Donc du coup, là, la question qui se pose, c'est si on ne peut pas former à la compétence, quoi faire? Et c'est là où il me semble important qu'il faut noter un glissement important, c'est qu'on est passé de former à professionnaliser. Parce que former et la formation a montré ses limites par rapport à cette complexité de réel dont je parlais et qui ne permet pas de préparer les personnes à faire face. Voilà. Et donc professionnaliser, ben, ça renvoie non seulement à la formation, mais beaucoup plus large à d'autres processus qui peuvent effectivement, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est l'échec, c'est échouer et réussir, c'est tout ce qu'on veut, et qui fait qu'effectivement, et ça pose une question importante, mais que je n'ai pas le temps de développer, c'est que la professionnalisation, l'un des points importants, c'est ce qu'on appelle la mobilisation de la subjectivité dans le travail. Ça, c'est important. C'est-à-dire un professionnel, effectivement, non seulement il mobilise des compétences, voilà, mais en même temps, il mobilise son être. Il y a un article de Schwartz sur l'usage de soi dans le travail. C'est-à-dire là, il y a un usage qu'on fait de nous-mêmes, de notre corps, de notre être dans le travail, et ça, c'est précieux, je veux dire, si on veut, c'est un élément important dans la professionnalisation. Donc alors, ça c'est de façon générale, mais on revient donc à la formation en alternance, et donc du coup on est servi, puisque effectivement, on voit qu'il y a un écart entre les formations, les savoirs qu'on apprend à l'école ou au centre de formation, et les situations professionnelles dans lesquelles on se trouve. Donc du coup, cet écart se pose la question, comment permettre donc à l'apprenant de l'appréhender en l'accompagnant pour qu'il puisse se construire son expérience et éprouver sa subjectivité dans le travail et en même temps construire les repères, parce que ces repères ne peuvent pas être transmis. On peut les dire, on peut les partager, mais ça ne se transmet pas. Ça s'acquiert par le corps à corps, par la mobilisation de soi, la mobilisation de, ce qu'on appelle le bricolage, au sens de Lévi-Strauss. Donc là, dans la pensée sauvage, donc c'est l'intelligence des situations, c'est la métisse, je ne sais pas comment dirait les Grecs, c'est tout ça qui renvoie à cette possibilité de faire face donc, à la situation
inédites des situations professionnelles. Et donc, du coup, comment se construire l'intelligence des situations et cette inéditesse pour voilà, donc ça, je vois que le temps passe. Donc ça, c'était le deuxième point qui me semble important. Et donc, je voulais faire ce lien entre écart, compétences et professionnalisation. Donc là, il me semble... Et donc, du coup, la professionnalisation, je viens de le dire, ça renvoie aussi à l'usage de soi, à la mobilisation de sa subjectivité, et donc, du coup, au projet commun aussi, donc d'identité dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour terminer, donc, le troisième point, ben, si ces écarts sont formateurs, il ne faut pas non plus se tromper, parce qu'ils peuvent aussi être destructeurs. Parce que si l'apprenant n'a pas les ressources cognitives, affectives, matérielles, identitaires, tout ce qu'on veut pour pouvoir faire face à ces écarts, et bien, ça peut le paralyser, et donc du coup, ça peut avoir un effet pervers, donc l'inverse de ce qu'on cherchait à avoir. Donc là, ça devient, au lieu que ça devienne un cercle vertueux, ça va devenir un cercle vicieux. Donc là, c'est au contraire, donc ça va... Alors, d'où l'importance, effectivement, de voir comment accompagner l'apprenant pour qu'il puisse effectivement réélaborer et travailler ces écarts. Donc il me semble qu'il y a au moins 3 ou 4 points rapidement et après on pourra échanger. Le premier point, c'est prendre conscience déjà de l'importance de ces écarts et ne pas chercher à les réduire parce que c'est une façon d'étouffer la potentialité d'apprentissage qu'ils permettent. Voilà, donc si on partage ce qu'on vient de dire, là, ça me semble important. Donc, déjà prendre conscience de l'importance de ces écarts dans des situations d'apprentissage. Le deuxième point qui me semble important, c'est de mettre en place un accompagnement, pas de gestion, mais de compréhension. Donc là, c'est qui permet effectivement de faire un travail de réélaboration avec l'apprenant et ne pas essayer de gérer à sa place, mais d'essayer de l'accompagner pour faire face à ces écarts. Et troisième point, ça peut être aussi, nous en tant que formateurs ou tuteurs, c'est comment créer les conditions donc, pour que ces écarts puissent devenir formateurs. Et là, on peut tout à fait trouver toute la problématique de ce qu'on a appelé dans le temps l'organisation qualifiante, l'organisation apprenante, dans laquelle la reconnaissance du statut formateur de l'erreur est importante. C'est-à-dire, quand il y a une erreur, on ne cherche pas un responsable de la panne ou de la difficulté, mais on utilise ça comme moment d'apprentissage collectif, parce que cette erreur, il faut comprendre d'où elle vient, et c'est l'occasion d'apprendre donc aussi et d'avoir des apprentissages. Donc là, ça me semble un élément important. Et voilà, le quatrième point, ça me semble important, et les stagiaires par moment résistent à ça, c'est comment faire pour qu'il y ait une hétérogénéité de situations de stage. C'est-à-dire, ça me semble, c'est important que le stagiaire ne soit pas seulement dans le cancan qu'il connaît, avec la diversité des situations de stage est un élément important parce qu'il va être confronté à ce qu'on disait tout à l'heure aux différents types d'écarts. Les écarts épistémiques, les écarts de socialisation, les écarts de projet, parce qu'un lieu de stage n'est pas le même qu'un autre, et donc ça peut être intéressant de voir comment cette hétérogénéité accompagnée puisse être un élément d'apprentissage. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Alors, il y a peut-être dans les questions je reviendrai, mais j'ai zappé plusieurs points pour respecter un petit peu le contrat, sinon Catherine et Christophe m'auraient tiré les oreilles. Donc, voilà. Merci à vous.